Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. L'Éthiopie et l'Érythrée, un an après l'accord de paix. Gros plan à suivre dans ce journal sur l'évolution des relations entre les deux pays de la Corne de l'Afrique, marquées par des décennies de ruptures diplomatiques. Le forum de la Fondation Tony Elumelu s'est poursuivi ce samedi dans la capitale nigériane. Depuis sa première édition en 2015, le programme a soutenu des milliers d'entrepreneurs à travers tout le continent. À suivre également dans ce journal les tentatives pour restaurer le phare à Kribiche en Libye. Situé au cœur de Benghazi, l'édifice a été ravagé par les combats. Mais avant de développer ces titres, l'actualité en République démocratique du Congo où Alexis Thambwe Mwamba, 76 ans, ex-ministre de la Justice, appartenant au FCC, la coalition de l'ancien président Joseph Kabila, remporte la présidence du Sénat. Une victoire au terme du vote qui a commencé à midi ce samedi pour désigner le président de la Chambre haute après des semaines de tensions politiques autour des candidats en lice. Alexis Thambwe Mwamba, qui remporte 65 voix, faisait face à Modeste Bahatilou Kwebo, crédité de 43 voix. Modeste Bahatilou Kwebo, 63 ans, enseignant et opérateur économique dans le privé. Il portait les couleurs de la FDC et allié et appartenait il y a peu au FCC dont il a été évincé après sa décision de maintenir sa candidature. Et concernant la vice-présidence, eh bien, c'est le sénateur Sami Badibanga qui a été choisi face à Avariste Bochab pour en assurer la direction. Il y a un an, l'Érythrée et l'Éthiopie annonçaient la fin de la guerre qui les opposait, une décision historique intervenue après des décennies de conflits qui a fait plus de 80 000 morts. Depuis quelques mois, eh bien, les deux pays ont alors entamé un processus visant à normaliser leurs relations diplomatiques. Alors pour autant, une nouvelle ère de paix est-elle en train de souffler sur les deux frères ennemis? Et depuis cette date aussi, comment a évolué le régime érythréen, l'un des plus fermés au monde? Élément de réponse dans ce sujet préparé par L'Érythrée et l'Éthiopie n'arrivent toujours pas à bénéficier des retombées de l'accord de paix conjointement signé en juillet 2018. Malgré une évolution timide des relations entre ces deux pays, les attentes des populations érythréennes se font de plus en plus vives. Ces dernières continuent à émigrer en masse pour essayer de trouver un avenir meilleur dans d'autres pays. Cette lenteur dans l'opérationnalisation des accords entre l'Érythrée et l'Éthiopie, les trois causes essentielles évidemment. La première cause est liée au fait que c'est une guerre qui est là depuis 3 décennies, quasiment depuis 1991, entre ces deux États voisins. Et cette guerre a fini par créer une certaine économie de rente et qui a enrichi de nombreux officiers, notamment du côté de l'Éthiopie. Et c'est l'une des causes des réticences, même notamment vis-à-vis de Abiy Ahmed, avec les tentatives de déstabilisation de coup d'État. Le rapprochement entre l'Érythrée et l'Éthiopie a créé un sentiment d'espoir pour les peuples de la Corne de l'Afrique. Mais l'espoir s'est vite dissipé depuis que les autorités érythréennes ont à nouveau fermé la frontière, mettant fin à un essor du commerce transfrontalier. Les Oromo aujourd'hui avec les Amaras semblent être aujourd'hui en discorde par rapport à la stabilité sociale de l'Éthiopie. Et ça, c'est une cause également qui peut justifier également cette lenteur dans l'application des accords. Évidemment, la troisième cause, c'est les velléités sécessionnistes. Dirigé d'une main de fer par le président Assayas Afewerki depuis son indépendance en 1993, l'Érythrée figure parmi les pays les plus fermés au monde. C'est le seul pays du continent à ne pas avoir signé l'accord de libre-échange continental africain intervenu le 7 juillet 2019. Le forum annuel de la Fondation Tony Elumelu sur l'entrepreneuriat qui s'est ouvert ce vendredi à Abuja au Nigeria s'est poursuivi ce samedi. La Fondation Tony Elumelu, la plus importante philanthropie africaine engagée pour l'autonomisation des entrepreneurs du continent. Et cette année, plus de 7000 entrepreneurs ont été sélectionnés pour cette édition qui rassemble des investisseurs et des décideurs venus du monde entier. Reportage, notre envoyé spécial, Olivier Jacotan. De 2010 à 2019, ce sont plus de 7500 entrepreneurs de 54 pays africains que la Fondation Tony Elumelu a soutenu avec la mise en place en 2015 du programme de financement des meilleurs projets. Pour 2019, 3050 entrepreneurs de 19 pays vont bénéficier de plus de 15 millions de dollars de financement.
Vous pouvez constater aujourd'hui le dynamisme et le panafricanisme qu'apporte notre programme de financement chez les jeunes entrepreneurs. 200 000 jeunes ont postulé cette année. Dans ce sens, voilà pourquoi nous avons associé d'autres partenaires pour satisfaire la demande et nous souhaitons financer des millions de jeunes entrepreneurs d'ici quelques années. De 7 bénéficiaires en 2018, le Niger est passé à 24 bénéficiaires du financement de la fondation Tony Elumelu en 2019. Le nombre de bénéficiaires au Bénin a également triplé de 2018 à 2019. Il est passé de 34 à 156. Mon projet, c'est la biscuiterie. Les biscuits font à base de tous les céréales qu'on peut avoir sur côté Niger et toute l'Afrique de l'Ouest. Je fais le jus de carotte, le jus de persil, le jus de betterave, le jus de tomate. Et je mixe également avec le jus de fruits. En rappel, plus de 5000 jeunes entrepreneurs et 60 panélistes prennent part à cette 5e édition. Africa Capitalisme, Masterclass, Foire commercial sont autant d'activités thématiques au cœur de ce forum. L'éducation en Afrique, aujourd'hui 80% des enfants en âge d'aller à l'école primaire sont scolarisés contre 60% il y a 20 ans. Des efforts, mais beaucoup reste à faire car filles et garçons ne sont toujours pas égalitaires dans l'accès à l'éducation. Dans certains pays comme au Mali ou encore en Éthiopie, une fille va 2 fois moins longtemps à l'école qu'un garçon. Sur cette question des inégalités de genre dans l'accès à l'école intervient le Centre international pour l'éducation des filles et des femmes, une structure basée à Ouagadougou. Reportage Jean-Paul Edraogo. Basé à Ouagadougou, au Burkina Faso, le Centre international pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique de l'Union africaine, UACFA, consacre une part importante de son activité à montrer l'importance de l'éducation des filles pour le continent. Opérationnel depuis 2014, l'institution déploie son programme autour d'un plan stratégique intitulé « Rétention des filles dans le système éducatif ». Tout ce qui est électronique, électrotechnique, nucléaire, nous ne trouvons pas assez de femmes. Et nous, notre but, c'est justement de travailler de sorte à faire des renforcements de capacités pour que nous ayons plus de filles qui aillent dans ces métiers qui sont dites plus d'hommes. 700 millions de jeunes, soit la moitié de la population du continent, ont moins de 35 ans. 75% sont des filles en âge d'aller à l'école, mais seulement 8% d'entre elles parviennent à passer le cap du secondaire et 1% le niveau universitaire. Pour davantage contribuer à un développement humain plus durable, l'institution milite pour la création d'une nouvelle offre éducative au profit des filles et des femmes. Ce qui est très important, c'est que la façon qu'on enseigne à l'école doit changer. On ne peut plus enseigner avec le crayon et le tableau, très souvent le tableau noir. Ça ne se fait plus. Nous devons utiliser des stratégies qui sont beaucoup plus interactives, où l'apprenant devient au cœur de son apprentissage. À ce jour, les défis majeurs de l'institution sont entre autres le renforcement de son personnel et l'augmentation de son budget opérationnel. C'est en partie le moyen d'aboutir à une meilleure mise en œuvre de son programme en 2020. Berceau de la révolution contre Mouammar Kadhafi et capitale libyenne de la culture, Benghazi, dans l'est de la Libye, c'est jusqu'à sa libération en 2017 transformé en vaste champ de bataille entre les milices et l'armée. Les combats ont ravagé la ville et ses monuments, dont le phare Akribish, dont la construction remonte à l'époque ottomane, le plus vieil édifice de la ville que les autorités tentent aujourd'hui de restaurer. Amenedji. Un phare de près de 100 ans d'existence, devenu un symbole du passé culturel de Benghazi en Libye, est en cours de restauration après avoir été brutalement endommagé par des années de conflits armés. Construit vers les années 1920 à l'époque coloniale italienne, puis inauguré en 1928, le phare de Benghazi est l'un des monuments historiques les plus importants de la ville, représentant le quartier de Sidi Kherbesh. Certains groupes terroristes étaient concentrés autour du phare. Ils l'ont même utilisé pour enterrer leurs morts. Il y avait environ 200 corps à l'intérieur. Des frappes aériennes ont détruit la chambre haute où la lanterne était présente. C'est une chance de lancer un processus de restauration basé sur les normes les plus modernes, utilisées pour la restauration de bâtiments aussi anciens. Le phare est situé sur le point culminant de Benghazi. Selon le chef de projet, la rénovation devrait ramener le phare à son état d'origine après 13 à 17 mois de travaux intenses.
Nous espérons bien sûr que ce problème sera résolu et qu'une petite cage d'escalier en métal sera construite pour qu'on puisse regarder le phare. C'est comme de la fiction. Pour la plupart des gens ici, ce monument est un symbole du quartier de Sidiki Kribiche. Le projet de rénovation du phare de Benghazi a été lancé et financé par les autorités locales, membres du gouvernement intérimaire de l'Est. Pour rappel, le général Khalifa Haftar avait lancé une offensive à Benghazi en 2014. Les combats se sont intensifiés avec ses opposants, majoritairement islamistes, dont certains se sont réfugiés dans le monument pendant la guerre. Dans l'actualité également, le Cameroun qui souhaite numériser les titres fonciers, 130 000 titres fonciers au total et 480 000 parcelles du domaine national et public. Pour le gouvernement, il s'agit de mettre un terme aux difficultés qui pèsent sur le système du cadastre et mettre en place aussi des conditions plus favorables aux projets économiques dans divers domaines agricoles ou encore miniers. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.